Bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire organisé par le comité Net Entreprise de Normandie dédié à la fonction publique. Le live va bientôt débuter. Nous attendons encore quelques instants afin de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Pour les personnes déjà présentes, n'hésitez pas à aller remplir le petit sondage que vous allez retrouver dans la partie en haut à droite. Nous vous remercions de votre participation et on se retrouve dans quelques instants. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour et bienvenue. On va débuter ce webinaire dédié à la fonction publique. Alors, il va nous permettre de continuer notre présentation de la déclaration sociale nominative, la DSN, suite au webinaire de mai dernier. Je me présente, Julien Bellonnet, délégué relations entreprises à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Nathalie Charbonnier, déléguée à la relation aux entreprises pour la Seine-Maritime. Corinne Almin, déléguée relations entreprises pour la Manche. Et donc Didier Kuhn du JPMDS, le correspondant national de l'étape. Alors, nous sommes tous membres du comité régional Net Entreprise de Normandie. Il faut savoir que ce comité existe depuis de nombreuses années, puisqu'il a été créé en 2007. Il regroupe de nombreux organismes de la protection sociale, tels que l'URSSAF, la CARSAT, les caisses primaires d'assurance maladie, le Pôle emploi, Malakoff Humanis pour l'Agir Carco ou encore le CIBTP, ainsi que la MSA. L'objectif de ce comité, c'est en fait d'accompagner le développement et l'utilisation des services au sein du site Net Entreprise. Il faut savoir que nous avions organisé notamment les rencontres de la protection sociale, peut-être que certains d'entre vous y ont assisté. Alors c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, on a dû s'adapter, on a essayé d'innover en manière de communication et c'est pour ça que maintenant on est plus sur des webinaires. Mais il faut savoir également que nous avons derrière nous, derrière la console, toute une équipe, notamment le JPMDS avec en effet Didier Kuhn et Sophie Caillot, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations et les membres du comité Net Entreprise qui, eux, œuvrent au quotidien sur la DSN. Et cette équipe va nous accompagner aujourd'hui, notamment pour répondre à vos questions. Alors, on va passer sur le plan technique. Hop, voilà. Alors, juste quelques petits prérequis. Donc, il faut savoir que vos micros, vos caméras sont coupés, c'est normal. Pour une bonne qualité avec l'outil que nous utilisons, donc Livestorm, il est préférable d'utiliser du coup le navigateur Firefox ou Google Chrome, avec de préférence la dernière version. Vous pouvez également cliquer en haut à droite si jamais vous avez des petits soucis au niveau son, vidéo. Voilà, vous allez avoir justement des petits tests qui vont vous permettre de résoudre la partie technique. Si vraiment vous rencontrez des difficultés et que vous n'arrivez pas à suivre ce webinaire, sachez que de toute façon, vous allez pouvoir accéder au replay en cliquant justement sur le lien que vous avez utilisé pour aller sur ce webinaire, à l'issue de ce webinaire. Également, si vous avez des collègues qui seraient intéressés pour ultérieurement regarder ce webinaire, sachez qu'en vous connectant sur le site Net Entreprise, en allant tout en bas à droite dans « Nous contacter » des comités régionaux, vous allez pouvoir retrouver le lien qui sera disponible sous 15 jours. Sachez que le support qui va vous être présenté est téléchargeable. Vous avez la possibilité, en cliquant sur le petit icône, le petit nuage. Alors, si certains ne voient pas le petit icône nuage, c'est un problème de version. C'est que la version n'est pas assez récente au niveau du navigateur web. Nous allons répondre en direct à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser votre question, toujours à droite, dans la rubrique « Questions ». Sachez également qu'il y a une foire aux questions qui sera disponible au même endroit que le replay sur le site Net Entreprise. Et il y a déjà 2 synthèses justement de ces questions posées lors des 2 derniers webinaires. Également l'onglet chat où vous pouvez échanger entre vous. Je rappelle la présence d'un petit sondage pour celles et ceux qui n'ont pas encore réalisé. Donc vous pouvez aller le réaliser.
tout est dit, on va pouvoir commencer concrètement. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer avec les points d'attention pour préparer son entrée à la DSN, avec quelques situations particulières. Ensuite, nous verrons comment accéder à la DSN. Et nous finirons par le témoignage de Madame Orchol, DRH à la mairie de Rouen, qui nous fera un retour sur son passage à la DSN. Je laisse la parole désormais à Corinne et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous. La déclaration sociale nominative va remplacer donc vraiment tout ce que vous faisiez comme déclaration jusque-là. Donc, elle est régie par l'article 35 de la loi du 22 mars 2012. Donc, une seule démarche, pourquoi? Pour déterminer l'ensemble des droits de vos salariés, recouvrer les cotisations applicables aux entreprises et aux établissements publics et gérer également le prélèvement à la source. Il ne faut pas que tu ailles trop vite. Donc pour la fonction publique, les déclarations donc sont remplacées. Donc ça va se faire en 2 étapes. Les déclarations qui sont remplacées seront la DATSU, la DUX et le prélèvement à la source. Donc pour les employeurs concernés, bien sûr, une seule saisie, une seule déclaration qui se substitue à l'ensemble des formalités de recouvrement des organismes complémentaires. Donc, la généralisation de la DSN, c'est un gros chantier, donc va s'achever en janvier 2022. Donc, cette échéance, bien sûr, a été fixée lors de la mise en place de la DSN. Donc, la DSN, c'est le reflet de la paye de votre salarié. Donc, c'est une photo en fin de mois. Donc, ça, on ne vous le dira jamais assez. Donc, elle contient l'ensemble des informations de la vie de votre agent, en fait, dans l'établissement pour lequel il travaille. Donc, les informations sont liées à son activité, c'est-à-dire à son contrat. Les rémunérations perçues ressortent au niveau de la DSN également, les primes reçues, les cotisations, les informations liées à tout signalement d'événements. Donc, le prélèvement à la source. Donc, il faut bien communiquer l'ensemble des informations et surtout les saisir au niveau de votre logiciel de paie, puisque ça aura un impact sur le calcul de sa paie et sur tout ce que vous déclarez justement. Donc, on va fonctionner sous forme de blocs thématiques qui structurent la DSN. Donc, nous vous avons énuméré l'ensemble des blocs principaux à saisir au niveau de votre logiciel de paie. Donc, le premier concerne l'entreprise, donc l'établissement auquel est rattaché votre salarié, l'individu en lui-même, donc il faut bien l'identifier avec son numéro de sécurité sociale. Il faut également saisir tout ce qui est information sur son contrat, mais également tout ce qui peut être arrêt de travail, fin de contrat ou suspension de contrat. D'où l'importance aussi d'indiquer tout ce qui concerne les versements, c'est-à-dire la rémunération en elle-même, les primes qui peuvent lui être versées, les bases assujetties, les cotisations individuelles. Donc, tous ces éléments-là sont regroupés dans des blocs thématiques. Donc, ce qui va constituer le lien de la DSN, c'est le SIRET de rattachement de votre salarié. Donc, une DSN doit être émise pour chaque établissement d'affectation et inclure tous les salariés qui y sont rattachés. Donc, à chaque fois, vous retrouvez des raccourcis soulignés sur lesquels vous pourrez cliquer pour avoir plus d'informations. Donc, n'oubliez pas de télécharger, en cliquant sur le petit nuage, télécharger notre présentation de manière à pouvoir aller voir ces informations après.
Donc, il est préconisé d'utiliser bien sûr le SIRET responsable de la paie de l'agent, c'est-à-dire l'établissement de rattachement direct de votre agent. Dans le cas où un établissement gère la paie pour d'autres établissements, il faudra donc refléter la responsabilité juridique, la gestion administrative la plus proche de la réalité. Donc, le SIRET, bien sûr, doit être actif et un compte cotisant auprès de l'URSSAF. Donc, ça a son importance pour ne pas que ça bloque après au niveau des informations données. Dans certains cas… Alors, je me permettais juste d'intervenir, Corinne, parce que je viens d'avoir l'information en direct, puisqu'on a reçu un mail ce matin. La possibilité de regrouper les SIRET va être réservée à la fonction publique hospitalière. Et donc, il y a une note très précise qui est en train d'être écrite et qui va être mise à disposition, je pense, dans la journée ou demain. Donc, ça ne concernera que la fonction publique hospitalière, le regroupement de SIRET. Merci. Je suis désolé, j'interviens pendant ta présentation. Merci pour… Non, mais au contraire. Merci, Didier. Donc, l'importance d'identifier chaque individu, donc chacun de vos agents, dans votre logiciel de paie, puisque le numéro de sécurité sociale va être la base de calcul de l'effectif d'un établissement. Le numéro de sécurité sociale est certifié et garantit un bon suivi au niveau de la DSN. Donc, pour vos salariés étrangers qui ont un numéro d'identification provisoire, donc c'est vrai que vous aurez peut-être un suivi à faire auprès de vos salariés en attendant son numéro définitif, de manière à ce que toute information saisie concernant chaque individu soit vérifiée et que les informations circulent bien au niveau DSN par la suite. Donc, il faudra déclarer vos salariés étrangers, mais également déclarer un service civique, un stagiaire, un travailleur handicapé, déclarer un élu, déclarer également un apprenti. Donc, ces données identifiantes, il est important de déclarer tout changement au niveau de votre DSN. Donc là, vous aurez donc affaire à saisir tout changement au niveau de votre logiciel de paie. Bien paramétrer tout ce qui est identification de l'individu. Donc là, on a repris un peu l'ensemble des étapes qui sont nécessaires au niveau de la DSN pour que votre fichier soit correct. Donc, bien déterminer les SIRET qui seront déclarés, donc l'ensemble des établissements actifs de l'entreprise. Contrôler les SIRET déclarés et les lieux de travail de chacun de vos agents ou de vos salariés. Vérifier le numéro d'identification de chaque individu. Donc ça, c'est très important pour que les informations circulent bien. Contrôler ensuite vos fichiers avec, vous avez deux possibilités, vous pourrez utiliser le DSN VAL ou le DSN FPOC. Donc vous verrez ces deux fichiers différents qui vous permettent de faire des contrôles de validité, d'identification de vos individus ou des informations que vous nous avez adressées par la DSN pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Enfin, on vous demandera de consulter les comptes rendus métiers, qu'ils soient financiers ou nominatifs, de manière à corriger toute anomalie pouvant apparaître au niveau de la DSN. Donc, pour vérifier la validité d'un SIRET, vous avez DSN Contrôle SIRET, qui permet de faire ressortir tout ce qui est SIRET non reconnu ou non actif et d'apporter une correction, bien sûr, pour que votre fichier passe correctement. Vous pourrez également, comme on le disait tout à l'heure, vérifier l'identification de vos individus et éventuellement corriger tout ce qui peut être anomalie qui apparaît.
Et comme je vous le disais également, contrôlez vos fichiers. Donc, les deux outils mis à votre disposition sont DSN Val et DSN FPOC. Donc, vous consultez ensuite vos comptes rendus métiers financiers et nominatifs de manière donc à vérifier que vous n'avez pas d'anomalie apparente. Et si c'est le cas, vous pourrez corriger les anomalies qui apparaissent et faire des DSN annuler-remplace. De même, vous pourrez informer vos agents s'il y a un problème au niveau de leur identification. Alors, je sais que tu l'avais déjà précisé, Corinne, mais dans la slide qu'on vient de voir, quand les personnes vont le télécharger, tous les textes soulignés sont des liens hypertextes qui amènent vers les fiches. Donc, vous pouvez les télécharger au fur et à mesure. Hein. Soit pareil pour les outils. C'est un vrai outil que vous allez pouvoir utiliser vous-même. Au niveau des données déclarées en DSN, donc il est toujours possible de corriger les données qui nous parviennent. Donc, vous avez différentes possibilités de le faire. Donc, jusqu'à la veille de l'échéance à minuit, en faisant des DSN annule et remplace, de manière à ce que la dernière DSN qui nous est parvenue écrase la précédente, si je peux me permettre. Après la date d'échéance, vous pourrez également faire des corrections sans pénalité si l'échéance est passée et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur au niveau de la déclaration qui a été faite. Donc là, je vais demander l'intervention de Didier pour vous expliquer en 2 mots tout ce qui peut être changement ou correction apporté donc sur une DSN. Oui, merci Corinne. Oui, en réalité, on a carrément une espèce d'arbre de décision parce qu'on va vous proposer plusieurs choix à chaque fois, de façon à ce que vous puissiez définir par quelle méthode vous allez effectivement, comme précisé dans la fameuse loi OOPS, la loi qui vous donne le droit à l'erreur, comment est-ce que vous allez pouvoir le faire dans la DSN suivante. Alors, est-ce qu'on doit passer par un changement ou par une correction? Donc, toutes les données qui sont déclarées chaque mois sont susceptibles soit de changement, soit de correction. La première question à vous poser, c'est quand est intervenue cette erreur, cette anomalie ou ce qui nécessite une intervention. Si c'est pendant le mois principal déclaré, à ce moment-là, vous allez passer par un bloc changement qui va véhiculer 2 informations. La donnée qui était en place avant, jusqu'à ce changement, et puis la date du changement. Ça va permettre de faire un chaînage entre les différentes situations. Si vous vous en rendez compte après le mois déclaré, on va passer par une correction. Et pour corriger, vous avez 2 possibilités. Soit la méthode différentielle, soit la méthode annuler remplace une donnée, à ne pas confondre avec annuler remplace la DSN. La méthode différentielle, eh bien, écoutez, c'est simple, hein, vous faites la différence entre ce qui a été déclaré et ce qui aurait dû l'être. C'est généralement sur des montants, et donc vous avez la possibilité de simplement déclarer dans un bloc soit ce qui manquait, soit ce qu'il faut retrancher, et du coup, on aura le bon montant qui sera en place. La méthode annule et remplace la donnée, eh bien, c'est comme si on effaçait. Donc, vous publiez une donnée en négatif, si c'était un montant corrigé par erreur, et puis, par contre, vous devez redéclarer la donnée correcte, donc un montant négatif pour annuler la mauvaise, un montant correct pour la nouvelle, et à ce moment-là, vous allez en plus, bien évidemment, poster les données du mois en cours, puisque là, on parle de correction sur une donnée du mois antérieur. Le changement, à nouveau, le changement, vous avez 2 options. C'est le périmètre des données qui va être important. C'est soit ce sont des données identifiantes, soit non identifiantes. Si on est un as du vocabulaire, on se dit « Ah, même racine qu'identité, donc c'est ce qui concerne le nom. » Eh bien, pas franchement. Les données identifiantes, c'est les données pour lesquelles on a besoin de connaître l'ancienne et la nouvelle valeur. Et donc de faire ce fameux chaînage. Par contre, les données non identifiantes sont celles pour lesquelles c'est la date qui est importante. C'est le moment où ce changement se produit. Donc, pour chaque événement qui vont être déclarés à l'intérieur de ce fameux bloc changement, on doit dater la rubrique date de modification, qui est celle à laquelle, effectivement, ça a eu lieu, soit dans le bloc individu 30, soit dans le bloc contrat 40. Alors, les adresses qu'on vous donne,
Vous avez l'habitude, puisque ce n'est pas votre premier webinaire avec nous, les adresses qu'on vous donne sont les adresses entre guillemets informatiques. On ne parle pas comme ça entre nous, on parle effectivement individu ou contrat, et simplement on vous donne ces références-là de façon à ce que quand vous allez porter les changements ou les corrections, ce soit bien la bonne donnée que vous puissiez adresser. Pour ce qui concerne les corrections, c'est-à-dire pour les données antérieures, vous avez à nouveau deux natures de données. Celle dont seule la dernière valeur est utile, donc là on vous donne un exemple simple, l'adresse, bien à la limite, quand vous allez publier cette correction, elle va écraser la donnée précédente et on ne va conserver que l'autre. Par contre, si la correction elle porte sur une donnée pour laquelle il est important de savoir quand ça change, par exemple un changement de statut qui fait qu'on a une modification sur les taux, on a besoin d'avoir la date à partir de laquelle cette correction doit s'impacter. Et on dit à ce moment-là que c'est une donnée qui est descriptive et qui influe sur les droits. Et là, le bloc changement individu 31 ou le contrat 40 doit comporter la valeur qui aurait dû être transmise et puis la date de modification ou la date à partir de laquelle elle est valable. Parce qu'attention, dans les corrections, je vous rappelle que la correction, c'est quand ça porte sur un élément postérieur à une DSN. Ça peut être ça peut être un changement de statut. C'est là où je vous dis, on a besoin d'être clair en vocabulaire parce que ce qui est pendant le mois, c'est un changement. Ce qui est postérieur au mois d'activité, c'est une correction. Les situations particulières où là, on va être à deux voix avec Corinne qui va me rejoindre. Non, moi, je vais vous laisser. Ce sera avec Nathalie. Ah, pardon. Et ben voilà, et Nathalie, en plus, sur l'écran, s'appelle Julien, donc comme ça, j'avais toutes les chances d'être venue. Et Julien m'a quitté pour que je puisse retirer mon masque pour que vous puissiez mieux m'entendre. Donc, rebonjour. Donc, effectivement, Didier et moi-même allons vous présenter les situations particulières auxquelles nous allons vous répondre, qui sont issues de notre retour d'expérience depuis la mise en place de la DSN auprès du régime général, mais aussi des premiers établissements publics qui y sont passés. Donc, voici quelques thématiques qui ont soulevé des interrogations et nous allons donc vous y répondre. Donc, si vous avez déjà une convention de paye avec la DGFiP, eh bien, si vous avez un accord avec eux et s'ils sont d'accord et s'ils utilisent vos informations pour faire vos payes, ils vont pouvoir continuer de prendre en charge votre DSN mensuel sous les mêmes conditions. Donc, c'est à voir avec eux. De même, si vous externalisez auprès de la CDG ou CGI, ils peuvent, après accord, utiliser les éléments de la DSN paye et également, lorsque ce sera possible, de réaliser vos signalements d'événements quand cela sera disponible au niveau de vos logiciels. Vous avez un logiciel, mais qui n'a pas la norme NeoDES. Donc, la norme NeoDES est la norme d'échange du dispositif DSN. Et dans ce cas-là, on vous invite à contacter votre éditeur pour effectuer la mise à jour en urgence ou alors de prendre un logiciel qui soit compatible NeoDES. Dernier cas, la paye manuelle. Donc, si vous faites une paye manuelle, ça concerne souvent les petits établissements. C'est pareil, nous vous invitons à prendre contact avec votre centre de gestion départemental qui va soit vous rediriger vers un centre de gestion qui va vous faire une paye à façon ou bien vous faire des propositions en fonction de votre situation. Cela, c'est au cas par cas. Donc maintenant, on va passer à des cas particuliers au niveau des conditions de la paye. C'est dans le cas où vous avez un établissement avec des populations différentes, donc où se mélangent les agents privés et publics. Pour ces deux populations, vous allez nous faire un DSN mensuel, mais comme les taux de cotisation et les conditions ne sont pas les mêmes selon les catégories, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle, nous, une fraction de DSN pour un même SIRET. Cela signifie en fait que vous allez diviser la DSN mensuelle en fonction des deux statuts de vos agents.
Et le résultat de ces deux fractions doit être égal à celle que vous auriez eue si vous aviez fait une seule DSN. La question suivante, c'est si vous aviez un seul règlement actuellement, donc c'est-à-dire une globalisation du paiement, ce sera toujours possible pour vous d'avoir une globalisation du paiement. Il faudra utiliser un bloc et répartir les sommes dues pour chaque fraction. Si vous avez des traitements en décalé, alors c'est pareil, vous pouvez faire des fractions, mais j'attire votre attention quand même que le décalage de paye n'est pas autorisé. C'est une pratique qui existe, que ce soit dans le régime général ou dans la fonction publique, mais légalement, ce n'est pas autorisé. Et comme nous vous l'indiquons, les rémunérations versées sont soumises au taux de cotisation et au plafond de sécurité sociale pour la période de l'emploi, y compris lorsque le salaire est versé à une date qui n'est pas comprise dans cette période. En revanche, le net fiscal, lui, est daté de la date de versement au sein du bloc qui concerne le versement de la DSN, donc le mois suivant. Plusieurs trains de paye, parce que vous avez plusieurs statuts qui cohabitent, par exemple des stagiaires, je prends cet exemple-là, eh bien ça est possible. Vous pouvez avoir jusqu'à 9 fractions chaque mois, donc c'est le maximum que vous puissiez avoir. Et il faut que nous ayons tous ces éléments de paye du mois en indiquant chaque fraction. Donc, je ne sais pas, Didier, si tu as des choses à compléter par rapport à ces conditions et ces questions. Non, pas du tout. C'était parfait et complet, le système des fractions qui permet d'avoir soit plusieurs trains de paye, soit plusieurs populations concernées, sachant que, comme tu l'as très bien dit, avant la date d'échéance, il faut que toutes les fractions rassemblées représentent la DSN complète de tous les agents et de tous les établissements. Donc, non, c'était très bien. Et en même temps, je n'avais pas réalisé que mon micro faisait écho avec toi, donc je suis obligé de le couper. OK. Alors, nous allons poursuivre. Donc, déclaration mensuelle trimestrielle. Depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, le paiement des cotisations se réalise mensuellement, sauf si dérogation. Donc, le rythme du paiement est donc mensuel, mais dans certains cas, les établissements peuvent, pour ceux qui sont habitués à payer trimestriellement, vous pouvez le rester, mais c'est soumis à condition, c'est-à-dire que chaque année, au mois de décembre, il faudra demander l'autorisation à l'URSSAF pour garder cette possibilité. Au niveau de la DSN, pour ces établissements qui ont reçu un accord favorable pour payer leurs cotisations trimestriellement, le bloc 20 sera complété afin d'indiquer les sommes dues pour chaque mois. La déclaration préalable à l'embauche, la DPAE, n'est pas remplacée par la DSN, car comme ma collègue vous l'a dit précédemment, la DSN, c'est la photographie de la paye. Donc, quand vous avez une nouvelle embauche, votre agent n'y figure pas. Donc, la DPAE reste obligatoire et un petit rappel, elle doit être faite dans les 8 jours qui précèdent l'arrivée de l'agent. Donc, n'oubliez pas de la faire. Taxe sur les salaires. Alors, ce n'est pas la taxe qui passe par la DSN, c'est son assujettissement. Didier, tu vas peut-être nous en dire plus sur cette partie-là? Mais non, justement, c'était déjà très bien. Oui, non, ce mot-là, alors je te laisse le soin de le faire. Voilà. C'est juste l'assujettissement. Tu as vu que je rajoute, c'est juste l'assujettissement qui est à faire une fois par an avec un bloc qui s'appelle assujettissement fiscal dont l'adresse est S21G0044. Cette déclaration, elle est obligatoire, même si vous n'êtes pas assujetti à la taxe sur les salaires et s'il y a une cessation d'activité d'un établissement, quel que soit le type d'établissement, vous avez 60 jours pour faire cette déclaration. Donc en réalité, la DSN, elle emporte l'assujettissement, elle n'emporte pas effectivement la taxe sur les salaires. Alors, situation particulière, notamment les mutations.
Alors, pour vous accompagner au niveau des mutations et du paramétrage de votre logiciel, vous avez une fiche FC 2399 que vous retrouvez en haut à droite de la diapo actuellement. Si vous cliquez dessus, vous pouvez y accéder directement. Donc, la mutation ne constitue pas une fin de contrat de travail, mais comme je vais vous l'indiquer ci-dessous, l'établissement d'origine va renseigner un bloc qui s'appelle fin de contrat. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'éléments dans votre DSN mensuel qui va être véhiculé. Et donc, ce bloc fin de contrat va vous permettre de nous indiquer la date de fin de contrat avec la date d'effet de la mutation et le motif. Donc, vous avez les blocs qui seront indiqués juste à côté. Et comme il s'agit d'une mutation, vous allez nous indiquer la valeur 100 qui donc signifie mutation au sein du même groupe sans rupture du contrat. Donc, effectivement, pour vous, le bloc fin de contrat, c'est lié à la mutation. Ça, c'est pour l'établissement d'origine. Pour l'établissement qui va recevoir ce nouvel agent, le nouvel établissement va nous transmettre dans sa DSN mensuelle un bloc changement de contrat. Donc, c'est le S21G0041 avec une rubrique qui va reprendre l'ancien SIRET donc, de l'établissement d'origine et également le SIRET qui va accueillir l'agent. Et donc, ce bloc va être véhiculé dans la DSN mensuelle. Oui. Et en fait, tous ces éléments vont permettre de chaîner les informations qui vont être liées à cette personne, à cet agent, et ça va permettre de suivre tous ses droits tout au long de sa carrière, du premier jour jusqu'au dernier, puisque le but de la DSN, c'est de pouvoir suivre un individu du début jusqu'à la fin. Didier, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter, préciser que la notion de contrat dans la DSN, comme on vous le précisait au début, n'est pas la même que la notion de contrat dans le régime général ou dans le régime privé. En l'occurrence, ce qu'on appelle, nous, contrat pour vous, la fonction publique, c'est le lien entre l'établissement et l'agent. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la fin, la sortie d'un établissement, d'un agent, se concrétise par une fin de contrat. Donc, c'est un peu, je vous disais tout à l'heure, au niveau du vocabulaire, on a essayé de simplifier au maximum et d'amener les mêmes notions sur le même mot. Et là, en l'occurrence, c'est la fin de cette relation ou l'arrivée de ce nouvel agent, donc de la création de ce nouveau contrat, même si ce n'en est pas un, puisqu'il est agent, que l'on vous demande de renseigner dans la DSN. Merci pour ces précisions. Alors, on va passer au détachement. Donc, en ce qui concerne les détachements, vous allez retrouver une fiche également que vous pourrez consulter, la FC 2055, que vous retrouvez en haut à droite de la diapo. Et en 2 mots, les 2 établissements doivent déclarer l'agent qui sera détaché. Par contre, un seul de ces 2 établissements va déclarer les cotisations et cela va dépendre du type de la fonction publique. Donc, si c'est la fonction publique territoriale ou hospitalière, les cotisations sont déclarées par l'établissement d'origine s'il s'agit d'un emploi ne conduisant pas à une pension, hormis les cotisations au RAFP, puisque, petit rappel, c'est une cotisation annuelle que vous payez sur l'année précédente. Donc, les cotisations sont déclarées par l'établissement d'accueil pour un emploi qui conduit à une pension. Pour la fonction publique, c'est beaucoup plus simple, puisque les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. Voilà pour les détachements, les suspensions de contrat. Donc là, il convient de déclarer toutes les périodes de suspension de contrat de travail, quelle que soit la rémunération de l'agent. Donc, ce sera dans le bloc S21. Et pour la CNRACL, l'obligation de transmettre un taux de rémunération, puisque vous savez, en fonction de ce taux, les droits gratuits peuvent être dus. Les fins de contrat, il y a donc ce bloc fin de contrat S21G0062 qui est obligatoire.
puisque le législateur a voulu que les agents de la fonction publique, sous certaines conditions, puissent bénéficier en cas de rupture du contrat de travail, avoir accès à l'assurance chômage. Donc là, en fait, vous avez une liste de motifs et il y a 2 motifs qui ont été créés spécialement pour la fonction publique. Ce sont les motifs 70 et 71. Donc, révocation suite à un abandon de poste ou révocation suite à une sanction pénale. Si dans cette liste de motifs, aucune ne correspond à ce que vous avez besoin, vous allez pouvoir utiliser le code 999 qui correspond à une fin de relation avec l'employeur. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez devoir faire pendant cette période de transition? Donc, jusqu'au dernier trimestre, nous sommes le dernier trimestre d'ailleurs, vous allez finaliser toutes vos obligations sociales, donc la DUX et fiscale, donc tout ce qui est lié à Pastro, et vous allez commencer à préparer votre DATSU qui sera attendu donc, pour le 31 janvier 2022. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. En parallèle, vous allez pouvoir identifier votre SIRET. Donc, ma collègue vous a expliqué tout à l'heure via un petit schéma les différentes choses que vous deviez faire en amont pour préparer votre envoi de votre première DSN mensuelle, donc en 2022. Donc, première chose, c'est identifier votre SIRET déclarant et de vérifier tous les numéros de sécurité sociale pour permettre donc la configuration de votre déclaration sociale nominative. Ensuite, vous allez faire des tests, parce que ça, c'est important, puisque vous allez faire des paramétrages, et afin de voir si vos paramétrages sont corrects, vous allez faire des tests en utilisant les 2 outils que ma collègue vous a indiqués tout à l'heure, DSN Val et DSN FPOC. Et ensuite, vous allez avoir un retour d'information dans un tableau de bord que va vous présenter mon collègue juste après. Et vous allez pouvoir corriger les différentes anomalies que vous allez éventuellement avoir. Et puis, très important, c'est d'informer vos agents du passage en DSN, puisque à chaque changement de situation, vos salariés vont devoir vous indiquer ces changements de situation et pour vous permettre d'avoir un logiciel de paye avec les derniers éléments corrects et à jour. C'est important puisque tout est informatisé, c'est important qu'on puisse avoir les informations du type les mariages de vos agents, s'il y a des divorces malheureusement. Donc, toutes ces informations doivent être véhiculées dans votre DSN mensuel. Ça, c'est pour courant du dernier trimestre 2021. Pour le premier trimestre 2022, eh bien, nous y sommes. Vous allez passer donc en DSN. Donc, vous allez finaliser votre tableau récapitulatif, votre DATSU. Vous allez déposer tout cela avant le 31 janvier 2022, puisque c'est la date butoir. Et vous allez commencer à faire tourner votre paye avec un logiciel compatible à la norme NeoDes. Et vous allez pouvoir déposer votre DSN du mois principal. Donc, si vous avez des cotisations mensuelles, ce sera le 5 du mois suivant. Donc, pour le mois de janvier, vous aurez jusqu'au 5 février pour déposer votre DSN mensuel. Si vous payez vos cotisations trimestriellement, vous aurez jusqu'au 15 février pour déposer votre DSN mensuel. Donc, tous les éléments issus de la paye du mois de janvier 2022. Donc voilà, avec ces situations particulières, j'espère que cela vous aura éclairé. Et nous allons passer maintenant à quelques questions, si nous en avons, bien sûr. Donc, avons-nous des questions? Bonjour à tous. Donc, Géraldine Salomon, je suis de l'URSSAF, et donc je regardais un petit peu les questions qu'il pouvait y avoir actuellement. Je vais juste revenir sur quelques-unes, sachant que beaucoup sont déjà reprises par les différents membres qui sont derrière au niveau du back-office et qui répondent à vos questions directement dans l'onglet dédié. Revenir sur notamment les différents trains de paie. Donc, dans l'idée, c'est bien, il ne faut pas se dire que vous êtes obligé de distinguer les différentes populations que vous avez au sein
de votre établissement. Non, c'était l'idée, c'était de dire que si actuellement vous avez plusieurs payes à des dates différentes, vous avez toujours la possibilité en DSN de continuer ces différentes payes en utilisant le mode de fractionnement. Donc, ça va se faire au moment de votre paramétrage, à voir avec votre éditeur comment cela fonctionne. Mais c'était juste pour vous dire que vous pouviez continuer à avoir des fractions de DSN, donc distinguer vos différentes payes. Mais il n'y a par contre pas d'obligation à le faire si vous ne le faites pas, hein, naturellement. Je voulais revenir aussi sur tout ce qui était déclaration et paiement. Il faut bien distinguer les deux. Ce sont deux choses différentes. La DSN, elle est mensuelle. Donc, la déclaration, elle est mensuelle. Par contre, au niveau du paiement que vous pouvez avoir auprès de l'URSSAF ou auprès des organismes que gère la Caisse des dépôts et consignations, auprès de la DGFiP, ça, c'est le paiement peut éventuellement garder une périodicité trimestrielle, notamment auprès de l'URSSAF, mais aussi des organismes de la CDC. Donc, pour ça, on vous conseille de prévenir l'organisme en disant que vous voulez conserver une périodicité trimestrielle pour la partie paiement. Enfin, en tout cas, au niveau de l'URSSAF, je crois que les caisses gérées par la CDC n'obligent pas de les prévenir. En fait, vous continuerez simplement en 2022. Mais on a bien en tête que la déclaration, la DSN, elle est mensuelle. Par contre, au niveau du paiement, vous pouvez éventuellement garder des périodicités trimestrielles pour certains organismes. Autre point aussi, au niveau des tests, Julien va revenir plus dessus. On a une plateforme de test en net entreprise, alors ça sera Julien ou Didier, mais on parle beaucoup de DSN Val et DSN FPOC. FPOC, c'est pour tout ce qui est organisme complémentaire, mais il n'y a pas que ces outils-là. Vous avez notamment la plateforme de test qui est très intéressante parce qu'elle est complète. Donc ça, on va vous le détailler après au niveau à la fin du webinaire. Et dernier peut-être petit point aussi qui est revenu, certains ont des difficultés de paramétrage. Malheureusement, on ne peut pas trop vous aider dans ces cas-là. C'est vraiment votre éditeur qui peut vous aider. Vous avez sur le site de Net Entreprise un cahier technique avec tout ce qui est attendu au niveau de la DSN et notamment en termes de paramétrage. Donc, j'ai vu quelqu'un qui avait des difficultés au niveau, par exemple, de son service civique. Donc, en allant dans le cahier technique, en cherchant service civique, peut-être que vous allez retrouver comment il faut paramétrer les quotités, les différentes quotités, les unités de mesure. Mais c'est seulement le cahier technique qui pourra vous aider ou votre éditeur. Voilà. Et je vois une dernière question. Nous avons moins de 50 agents et nous cotisons à l'URSSAF en mensuel. Vous pouvez continuer. Hein. Il n'y a pas, en fait, les périodicités auprès de l'URSSAF, il y a légalement ce que l'on doit faire. C'est-à-dire, si vous êtes plus de 50 salariés, enfin, agents, vous êtes mensuel. Mais si vous avez décidé à un moment d'être mensuel, vous pouvez continuer à être mensuel. Sachant que de toute façon, on ne revient pas là-dessus. La DSN en 2022, c'est une déclaration mensuelle. Il n'y a que la partie paiement qui peut être différente. Et donc, si vous étiez déjà actuellement en mensuel, vous restez en mensuel pour l'année 2022. Donc voilà, je vous redonne la main pour la suite. Moi, je voulais juste apporter en précision, Géraldine, à ce que tu venais de dire sur la périodicité, que depuis juillet 2018, il y a un décret qui impose la mensualisation comme étant la norme. Le fait d'être au trimestre n'est qu'une option qui, effectivement, doit faire l'objet chaque année, au mois de décembre, d'un accord avec l'URSSAF, de façon à savoir si c'est quelque chose qui peut continuer. Mais la règle depuis juillet 2018, c'est effectivement la mensualisation, quelle que soit la taille. Donc, vous avez raison de vous interroger éventuellement, mais comme vous l'a dit Géraldine, si vous êtes déjà en mensualisation, mais vous avez tout intérêt à continuer. Si vous êtes en paiement trimestriel et que vous souhaitez continuer, vous avez la possibilité cette année encore de le faire, mais j'ai vraiment tendance à vous dire, le passage à la DSN peut vous permettre justement
d'être sur une mensualisation qui, de toute façon, est la norme aujourd'hui. Hop. Alors, nous allons voir maintenant comment accéder à la DSN. Alors, il va y avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, vous êtes déjà inscrit à notre entreprise. Donc, petit rappel quand même très important, il faut être administrateur en fait pour pouvoir ajouter le bloc DSN. Comment savoir si on est administrateur? Lorsque vous vous connectez sur le site Net Entreprise, en fait, dans l'encart en haut à droite jaune, vous allez avoir déclarant ou alors administrateur. Voilà, de cette manière-là. Si jamais vous n'êtes pas administrateur, rapprochez-vous de la personne qu'il est pour pouvoir justement lui indiquer ces éléments. Une fois que vous êtes connecté sur le site Net Entreprise, vous avez juste à aller dans le menu personnalisé en cliquant sur Gestion et ajouter la DSN pour régime général. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Juste, vous avez également la possibilité, en effet, d'ajouter les habilitations à différents déclarants en fonction des besoins. Le deuxième cas de figure, là, vous n'êtes pas encore inscrit à Net Entreprise, donc là, il va falloir le faire au plus vite. Donc là, bon, voilà, hein, vous allez tout en haut à droite, je crée mon compte, vous renseignez tous les éléments qui vous sont demandés. Assez important, c'est au niveau, à un moment, on vous demande d'indiquer une question secrète. Donc ça, c'est pour récupérer le mot de passe. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple lorsqu'on perd son mot de passe de pouvoir le redemander. Donc via cette question secrète, c'est beaucoup plus facile pour vous pour récupérer le mot de passe. Donc faites bien attention quand vous répondez à cette question secrète de mettre vraiment la bonne réponse pour pas après avoir de mauvaises surprises. Et dernière chose aussi très importante, lorsque vous créez ce compte, il sera validé uniquement si vous retournez dans votre boîte mail pour cliquer sur le lien pour le valider. Ça, c'est très important parce qu'on peut penser que ça y est, tout est fait. Et en fait, il faut faire la démarche d'aller dans sa boîte mail et de cliquer sur le lien pour valider. Voilà. Et également, oui, en effet, l'accès à DSN, c'est sous 24 heures. Il y a un petit délai. Alors, en effet, la plateforme test, là, je vais me permettre de demander à Didier de pouvoir justement ajouter quelques petits éléments. Oui, en réalité, pour la petite histoire, on a rajouté le pas à pas, parce que le document de support qu'on met à votre disposition, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les liens hypertextes qui sont actifs, donc vous pouvez les utiliser. Et pareil, donc l'inscription à Net Entreprise, vous avez le pas à pas, donc Julien ne l'a pas redétaillé ligne par ligne, parce que bien sûr, c'est fastidieux. C'est simplement, si vous en avez besoin, vous allez pouvoir vous y référer. Ensuite, on a une autre option qui est la plateforme de test. On vous invite à passer par la plateforme de test. Alors, certains logiciels intègrent dans leur concentrateur un premier niveau de test qui vous permet de vérifier la conformité du fichier. Mais ça ne vous donne pas les retours. Ça ne vous informe pas si ce que vous avez déclaré, effectivement, c'est bien ce qu'on attendait, ou s'il y a une petite anomalie dedans, ou s'il y a quelque chose à porter. Pour ce faire, on vous met à disposition une plateforme qui s'appelle test.net-entreprise.fr, donc qui est à côté de la plateforme qu'on appelle de production, qui est la plateforme Net Entreprise. Le module d'inscription, c'est le même que celui de Net Entreprise, et les sirettes, bien évidemment, doivent être identifiées pour qu'on puisse l'utiliser. C'est vraiment quasiment une base école de la DSN. Si vous êtes inscrit sur le site en production, mais pas sur le site de test, vous devez faire la procédure d'inscription, parce que les deux sont complètement distincts. Si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme de test, vous pourrez faire autant de tests que vous le souhaitez. Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, on vous donne la possibilité de le changer avec le lien hypertexte une nouvelle fois qui est à cet endroit. Le pas à pas pour l'inscription, c'est le suivant, effectivement, en ayant renseigné cette adresse. Et puis là, on vous a mis un petit dessin, enfin une petite reprise graphique, pas très lisible comme ça, mais quand vous allez l'avoir juste en diapo, vous pourrez le voir en plus grand. C'est juste pour vous montrer, en gros, quels sont les liens que vous avez besoin. Donc le 1, effectivement, à cet endroit-là, vous avez votre compte, cliquez s'inscrire. Donc vous allez retrouver ce pas à pas. Sachant que s'il y a déjà un administrateur qui est inscrit, tous ceux qui vont venir après, effectivement, on va devoir activer ou faire activer leur inscription, soit par cooptation par mail, soit par saisie d'une clé d'activation qui va être transmise par courrier. Donc, dans le pas à pas, s'il y a déjà un administrateur d'inscrit,
sur la plateforme de test. On vous conseille de choisir la cooptation par mail parce que le courrier, bien évidemment, il y a les délais de cheminement qui vont se rajouter et c'est dommage de perdre du temps avec cette information. Petit point important, toujours comme pour l'inscription en net entreprise, si au bout de 15 jours, la demande de cooptation ou la clé d'activation n'a pas été validée, eh bien, l'inscription du nouvel administrateur va être supprimée de façon à ne pas garder en lien beaucoup de situations qui vont être plus gênantes. Alors, l'environnement de test, ça permet quoi? D'abord, ça permet l'inscription à la plateforme de test. Vous me direz, c'est évident, mais ça vaut le coup qu'on le précise quand même. Ça va permettre le dépôt des déclarations, soit par le tableau de bord, soit en API, c'est-à-dire en machine to machine, tout dépend de la façon dont vous utilisez votre logiciel. Ça va permettre des contrôles de normes et les vérifications d'appartenance pour les sirettes. Ça va permettre de transmettre une DSN et de recevoir les bilans de traitement, donc le BIS, le fameux bilan d'identification des salariés, et les bilans de contrôle interdéclaration mensuelle. Alors, ces bilans sont assez simples. Si vous déclarez 150 salariés, agents et que la masse des cotisations pour les 150 agents, c'est 400 €, on va se douter qu'il y a un petit souci. Donc, c'est effectivement, automatiquement, on va vous faire un retour en vous disant, attendez, il y a peut-être un petit souci, soit il manque un zéro, soit il y en a un de trop, enfin bon, on vous l'indique. Les données sont transmises jusqu'à la CDC, et là, on est comme dans le cas général, on est avec un délai de 3 jours supplémentaires à l'échéance, c'est-à-dire que pour la CDC, c'est transmis le 8 ou le 18, et donc, du coup, les retours sont aussi un petit peu plus tardifs. La transmission va jusqu'aux organismes complémentaires, éventuellement aussi à la MSA s'il y a besoin. Et puis, très intéressant, donc vous avez les accès au retour des organismes sur votre tableau de bord, sur le tableau de bord de la plateforme de test, comme vous avez vos retours sur la plateforme initiale Net Entreprise. De la même façon que vous aviez tout à l'heure le lien hypertexte pour accéder à Net Entreprise ou accéder à la DSN, vous avez derrière consulté son tableau de bord, un petit MOOC qui va vous permettre de vous accompagner de façon un peu plus simple pour savoir comment utiliser le tableau de bord. Et là, je vais relaisser la parole à Julien pour qu'il vous présente cette merveille de technologie. Merci Didier. Donc en effet, le tableau de bord, très important, ça va vraiment vous permettre de suivre vos envois. Donc c'est vraiment en fait une vue d'ensemble des DSN mensuels que vous nous transmettez. Donc on va retrouver différents blocs. Dans un premier temps, l'identification du déclarant. Donc là, on vérifie que c'est bien vous. Après, il va y avoir le retour, où là, il ne faut pas oublier, il y a des petites loupes où justement, vous avez tout le détail. Donc sachant qu'il y a toujours un petit délai quand même en fonction des organismes, donc ce n'est pas non plus instantané, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est important de le consulter assez souvent. Également une synthèse des déclarations déposées, acceptées ou rejetées. Donc ça vous permet vraiment d'avoir toutes les précisions justement s'il y a besoin d'en refaire une. La zone de dépôt, donc là ça va dépendre en fait de votre logiciel, soit ça peut partir, la DSN peut partir directement de votre logiciel, ou alors vous devez faire la démarche de venir déposer le fichier ici. Et la dernière partie, en fait, où là, en fait, vous allez avoir un accès direct à d'autres téléservices. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous reconnecter. Comme là, vous êtes déjà authentifié sur justement votre compte. Donc, vous pouvez accéder, par exemple, on voit BPJ pour l'assurance maladie, où vous pouvez consulter les bordereaux de paiement lorsque vous pratiquez la subrogation. Hop, on va passer désormais au témoignage. Je vais demander à Madame Orchol de nous rejoindre. Julien, j'en profite le temps que Madame Orchol nous rejoigne pour rappeler au niveau de la plateforme de test. On nous demande souvent dans les questions, est-ce que c'est mieux de passer par la plateforme de test ou alors d'envoyer une DSN test sur la plateforme de production. Donc, on insiste plutôt sur le passage sur la plateforme de test. Pourquoi? Parce que déjà, ça évite des erreurs. Parce que ça nous arrive malheureusement en organisme de voir en fait des DSN envoyés en réel au lieu d'être envoyés en test sur la plateforme de production. Donc, vous imaginez la problématique derrière.
Et ensuite, grâce à la plateforme de test, vous aurez vraiment les comptes rendus métiers qui seront remontés. Donc, vous verrez vraiment ce que va donner votre DSN après en réel. Sur la plateforme de production, même si vous en mettez une DSN test, on ne pourra pas vous remonter les CRM de la même façon, hein, parce qu'on est sur la plateforme de production. Donc, essayez d'utiliser plutôt la plateforme de test. Voilà, je vous laisse. Merci. Bonjour Madame Morchal. Bonjour, vous m'entendez? Merci d'avoir accepté votre participation. Oui, ça va. Merci. Déjà, dans un premier temps, merci de vous présenter. Oui, donc je m'appelle Anne Morchol, la mairie de Rouen. Donc, je suis en service SIRH de la DRH. Donc, je suis principalement en charge du paramétrage donc, de notre logiciel. Donc, nous, on utilise Astre de la société Inetum. Et j'étais donc la première actrice de cette DSN. Avec mon collègue avec lequel je suis en binôme et aussi notre collègue du CRC qui a été également très présent avec nous. Voilà, donc nous on gère à peu près 2700 payes par mois. C'est une moyenne. Donc beaucoup d'agents de tout genre, titulaires bien évidemment. On a pas mal de contractuels. On a une grosse population d'agents horaires. Donc les agents horaires, hein, c'est les agents qui sont payés donc à l'heure. On a les élus, on n'a pas le CCS. Hein. Le CCS est complètement géré à part chez nous. Et ça va arriver d'ici quelques temps, mais pour l'instant, ils sont encore à part. Voilà, et on n'a qu'un seul établissement, on n'a qu'un seul numéro SIRET. Donc, ça nous a un petit peu simplifié les choses. D'accord. Donc, voilà pour la présentation de notre établissement. D'accord, merci. Et au niveau préparation, justement, toute cette période un petit peu transitoire, comment ça s'est passé pour vous? Voilà, donc on a été très bien accompagnés quand même par la société Inetum. Ils nous ont fait bien sûr des réunions préparatoires et on a eu une personne dédiée de chez eux pour la mise en place de cette DSN. Donc c'est eux qui ont pris en charge notre base de données et qui ont beaucoup paramétré beaucoup de choses. Voilà. Nous a resté quand même beaucoup de travail. Alors déjà, pour une bonne DSN, je pense qu'il faut déjà être très rigoureux dans ces dossiers. On a eu beaucoup de soucis, une chose qu'on ne faisait pas très bien avant, c'était le renseignement du contrat. Il faut savoir que les contrats, c'est uniquement pour tous les agents du régime général, puisque bien sûr, titulaire, on n'a pas de contrat. Donc ça, c'est un paramétrage qui s'est fait chez nous pour nos titulaires et nos élus. Mais on a eu un gros travail de renseignement des contrats dans les dossiers d'agents. On a eu également un gros travail sur tout ce qui est dates, les dates des congés parentaux, des disponibilités, tout ça, ça doit très bien être renseigné dans la base de données. Et là-dessus, on a eu aussi un gros travail parce que, pareil, pas assez de rigueur de nos gestionnaires de paye parfois. Donc, faut vraiment être très rigoureux dans la tenue des dossiers. Ça, c'est vraiment la base de la DSN, quoi. Et donc, voilà, toujours bien accrocher le contrat parce que ça aussi, c'est vraiment la base. Si le contrat n'est pas accroché, tout part en vrille, on va dire. Voilà, mais on a été assez bien accompagnés par notre éditeur de logiciels. Donc, nous, après, dans notre procédure, donc là, on est en paye. Hein, notre dernier jour de paye est demain. Donc, on fait des premiers calculs en début de mois. Donc, après, on a les gestionnaires qui interviennent pendant une semaine. Et donc, tout ce temps-là, on fait déjà tourner notre DSN. Donc, nous, ça se présente dans notre logiciel. On a un premier log qui nous donne parfois des agents qui ne remontent pas déjà dans la DSN. Donc, parce que le contrat n'est pas accroché, parce que des dates sont mal renseignées, donc on fait déjà ce tri.
une fois qu'on a bien embarqué tout le monde dans la DSN, là, on passe notre DSN dans DSN Val. On teste notre fichier tout le temps dans DSN Val. Et là, apparaissent bien encore quelques anomalies. Donc, pareil, ça peut encore être des soucis de contrat, des soucis de date. C'est souvent ces problèmes-là qui reviennent. Pour notre cas du moins. Et après, on termine notre paye, on la mandate et après, on poste donc notre DSN aux environs du 20. Quand tout se passe bien, aux alentours du 20, notre DSN est déposée. D'accord. On la dépose effectivement pas tant qu'on n'est pas à zéro anomalie. Donc, nous, on ne la dépose pas. Si c'est pour ce qu'on a enregistré, ce n'est pas la peine. Donc, on la dépose uniquement une fois qu'on a zéro anomalie. Voilà. Voilà, donc après, alors, ça nous fait gagner du temps, je ne sais pas. À vrai dire, j'attends que l'année se passe complètement. Il faut peut-être avoir un petit peu plus de recul pour vraiment tout à fait. Voilà. voir. C'est ça, parce qu'en fait, on a… avant, on faisait la N4DS une fois par an et c'était assez contraignant parce qu'il fallait revenir sur un an des situations qu'on ne se rappelait plus, et puis… quand on avait, par exemple, moi, par exemple, je suis arrivée en 2019 sur ce poste, faire la DSN 2019, quand je n'avais pas fait toute l'année, c'était déjà, faire ma première NKDS, c'était compliqué. En plus, quand on n'a pas été là toute l'année, c'était encore plus compliqué. Donc, là, on n'a pas cet aspect de devoir revenir un an en arrière, le faire mois par mois. Ça, c'est beaucoup plus facile quand même. On est dans le flot de la paye, on sait ce qui s'est passé, on connaît nos agents qu'on a dans notre paye du mois. Voilà, je pense que cet aspect-là est quand même meilleur. Après, que ça me fasse gagner du temps, là, je serais un petit peu plus sceptique quand même. Parce que, déjà, on est dans notre première année DSN, donc il y a encore des choses qui ont du mal à tourner. On passe du temps à corriger encore toutes les anomalies tous les mois. Et là, c'est inhérent à la DSN. Au mois d'août, on a eu un gros crash sur notre DSN. On l'a posté en retard à cause de notre logiciel qui a bugué. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Mais voilà, après, je n'ai pas encore assez de recul pour dire que ça nous fait vraiment gagner du temps. Non, je n'ai pas. Et puis après, ce qui est compliqué, c'est ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes administrateur donc sur Net Entreprise, donc avec mon collègue, on y est tous les deux, donc on dépose c'est plutôt lui qui s'en occupe de déposer la DSN sur Net Entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est uniquement celui qui dépose sur Net Entreprise qui peut recevoir les CRM. Et ça, je trouve que c'est pas pratique du tout parce que du coup, moi, si je veux les voir, il faut que je lui demander. Donc, maintenant, on se parle, bien évidemment, tous les deux, mais c'est pas pratique d'aller toujours obligé d'aller lui demander pour voir les CRM. Donc, ça, c'est le défaut, je trouve, de Net Entreprise. Et je leur avais posé la question, ils m'avaient dit que non, c'était que celui qui dépose qui peut voir les CRM. Alors, quand je ne plusieurs, c'est pas pratique. Je ne savais pas comment vous remercier pour votre intervention, mais je viens de savoir comment j'allais faire, puisque je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une évolution qui est en cours et que, du coup, ce qui était un frein du RGPD, qui interdit normalement, vous savez, les transmissions de données hors transmission du fichier. Donc, comme là, on peut certifier que l'adresse mail qui envoie le fichier est l'adresse mail référente, et c'est pour ça qu'on lui a envoyé les CRM. En réalité, on travaille sur une normalisation des comptes rendus métiers, donc ils seront tous écrits avec le même langage, tout comme la déclaration, et aussi par la mise à disposition sur le portail pour l'ensemble, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un va être identifié comme déclarant, c'est-à-dire avoir une habilitation sur la DSN, il aura une habilitation sur les comptes rendus métiers, on va décrocher, puisque le lien déclarant-déclaré n'existe plus, c'est-à-dire celui qui fait la déclaration et le fichier, on va le mettre au niveau de l'ensemble des habilitations de la déclaration. Donc, voilà, c'est effectivement, vous avez raison, on ne s'attendait pas à ce que ça soit un frein aussi gênant, puisque nous, ça nous permet de répondre au RGPD.
C'était la version la plus facile pour répondre au RGPD, donc c'est celle qu'on a prise et on se rend compte que voilà, ça crée des frustrations, des gênes. Et puis en même temps, celui qui pose la déclaration a le droit de prendre des congés, de s'absenter pour maladie et on ne peut pas mettre en danger la suite. C'était un petit peu ma crainte d'ailleurs. Donc c'est une évolution qui est en cours. Malheureusement, le temps entre le moment où la norme est écrite, où elle est transmise aux éditeurs de logiciels qui font des patchs qui permettent de faire les évolutions du logiciel pour les mettre à votre disposition. Et on peut avoir un délai entre une bonne idée et sa mise en place de quasiment 10 mois. Et vous savez que la loi qui est censée aussi vous simplifier la vie impose les changements exclusivement 2 fois par an, en février et en juin. Donc il faut qu'on ait ce créneau-là d'ouvert pour pouvoir le faire. Donc, mais voilà, donc pour vous remercier de la gentille intervention que vous faites et d'avoir pris du temps pour nous accompagner, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est quelque chose qui est en cours et merci aussi de faire remonter ce genre de propos-là parce que voilà, c'est vous les déclarants. On essaye de faire vivre la déclaration sociale nominative en fonction des habitudes de paye. On essaie de faire au mieux. C'est pas toujours simple, mais dès qu'on a la possibilité de répondre à une évolution qui peut vous être utile, on essaye de s'y mettre. Je suis désolé, Julien, tu as fait toute la présentation et c'est moi qui ai le beau rôle à la sortie, donc je te laisse la parole parce que c'est un peu injuste. Non, il n'y a pas de souci, Didier. Merci beaucoup, en effet, pour votre témoignage. Alors, je voulais aussi rajouter aussi un petit, pour mes collègues qui nous écoutent, là, on a aussi parlé de la population j'ai parlé de la population des horaires. Donc ça, c'est une population qui est un petit peu, déjà, qui n'est pas très légale, mais voilà, on sait qu'on en a tous. Et ça a été par contre, notre plus grand aussi difficulté, c'est qu'on les paye forcément en paye décalée. Et il a fallu qu'on revoie toute notre problématique des payes décalées qui ne peuvent pas passer en DSN. Et donc là, nous, on a choisi de les payer, c'est-à-dire qu'on les paye en rappel. C'est-à-dire qu'on les paye, par exemple, là, on va payer les heures du mois de septembre et on va bien les payer en rappel pour que ça impacte bien sur le mois de septembre et non pas sur le mois d'octobre. Mais il a fallu en plus, on en a beaucoup, surtout dans les écoles, et il a fallu qu'on revoie notre procédure là-dessus. Mais voilà, après tout se fait et voilà, on y arrive. Et voilà, c'est pas la fin du monde la DSN. Voilà. Encore merci à vous. Pour cette Je vais attendre, Julien. Juste, il y avait une question, excusez-moi, Madame Orchol, de Monsieur Lebar, Andrea. Donc, je me permets de vous la poser. Déjà, il vous remercie pour votre intervention. Et il demandait si le renseignement des contrats, dates et autres informations, s'il s'agissait de l'historique ou des données courantes de chaque mois, en fait, qui étaient à renseigner. Alors, j'ai un peu la réponse, mais je vous laisse… Non, nous, c'est plutôt le renseignement du contrat en cours, en fait, qui court pour la paye, en fait. Oui, c'est toutes les informations qui sont liées au contrat. Donc, de toute façon, ça, on ne peut pas… Voilà, au contrat en cours, au contrat sur lequel tape la paye, en fait. Voilà, sur lequel… voilà. Bien, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions que vous vouliez aborder. Non, je pense que là, après… Il y a Madame Garnier qui demandait… Quand vous parlez de paie décalée, vous parlez des variables qui sont payées le mois suivant. Par exemple, les variables de septembre payées sur les paies d'octobre. Donc, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, nous, on saisit nos variables en septembre et on lance ce qu'on appelle un rappel de traitement. C'est-à-dire qu'on les paye, nous, en rappel. Mais de cette façon, l'impact, ça concerne bien la période de septembre, mais qui est payée en octobre. Et dans la DSN, ça passe bien sur septembre avec une date, si on a une date de contrat au 30 septembre, et bien comme ça passe bien sur le contrat qui se termine au 30 septembre. D'accord, merci pour ces précisions. Voilà. Alors, on avait terminé au niveau du webinaire. Merci pour votre intervention, Madame Orchol. Je vous en prie. Alors, au niveau de… Merci. Au niveau des questions, donc il y en a déjà beaucoup qui ont été répondues dans l'onglet correspondant. Est-ce qu'il y a des choses que Didier, est-ce que tu voulais rajouter certaines informations de ton côté ou les différents membres si vous souhaitez.
Oui, alors je voulais revenir sur la plateforme de test parce qu'apparemment il y a pas mal de questions qui sont posées. On vous a mis dans le support le pas à pas pour vous permettre de faire et d'une inscription et de deux le premier test. Parce que dans certains logiciels comme par exemple Berger-Leroux, vous avez des options test qui sont disponibles mais qui ne vous amènent que jusqu'au contrôle de cohérence. Ça ne va pas jusqu'au retour des différents organismes. Donc en réalité, c'est comme le pose la question, alors je ne sais plus qui, on doit faire les deux, est-ce qu'on peut faire les deux? Oui, vous avez l'option aujourd'hui de faire ce qu'on appelle les anciennes procédures, c'est pas péjoratif, mais la norme N4DS, vous allez jusqu'à la fin de l'année pour faire vos obligations sociales et fiscales, et vous commencez les tests sur la nouvelle norme. Donc, l'idée, c'est quand même d'être sur la plateforme de test, comme vous le disait Géraldine, pour ne pas faire l'erreur d'envoyer en réel une DSN de test et du coup avoir, par exemple, un double prélèvement des impôts. C'est le seul point très, très négatif. Pour les autres, ça peut être très gênant, pour les autres organismes, parce que du coup, ça ressort en anomalie et le gain du signalement d'événements, de la DSN ou de la dématérialisation disparaît, puisqu'on doit extraire, on doit vérifier lequel est le bon et le faire. Donc c'est vraiment important d'avoir ces deux environnements, et sachant que comme vous avez 3 mois avant la première DSN en réel, ça vous permet de faire plusieurs DSN. Alors, c'est toujours la même question. Si vous êtes sur la plateforme de test, c'est sans risque. Donc que vous l'envoyez en test ou en réel, c'est sans risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enregistrement des données. Ça va jusqu'aux organismes qui prennent le temps de vous répondre, mais ça n'est pas enregistré. Si vous êtes sur la plateforme réelle, que ce soit par le biais de votre logiciel ou alors en direct, il y a toujours le risque d'avoir une mauvaise case qui est cochée, et là, il y a effectivement des suites possibles. Donc, 2 inscriptions distinctes, plateforme de test, net entreprise, 2 liens et 2 flux distincts, le flux réel et le flux de test. Vous pouvez en faire autant que vous souhaitez d'ici la fin de l'année, sachant que finalement, on sait, aujourd'hui, il y a un peu plus de 23 millions de lignes de salaire qui passent tous les mois par la DSN. Donc, on commence à avoir une petite expérience. Si vous avez un plan de paye normal, les 3 mois sont largement suffisants pour corriger toutes les anomalies qui vont apparaître. Ne vous laissez pas impressionner par éventuellement les premiers retours où vous allez peut-être avoir 150 anomalies. Parce que sur un cas, par exemple, mauvais renseignement de la date de début de contrat, ça va être pour tous les agents. Donc, si vous avez 50 agents, vous avez 50 fois la même anomalie qui remonte. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est corrigée, elle ne remonte plus, parce que c'est aussi un des avantages de la DSN, c'est que dans le paramétrage, tout ce que vous corrigez dans le paramétrage ne se reproduit pas. Alors, ce n'est pas forcément simple. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas forcément intuitif, ni même très humain. Mais pour ça, vous voyez, que ce soit Géraldine, Nathalie, Corinne, enfin tous les... Et j'allais citer Julien, mais je vais attendre, oui, il y a Madame Chastel, ou si jamais vous avez le moindre doute ou la moindre question, il y a encore des humains dans les organismes de protection sociale. Ils sont tous là, ils sont tous à votre disposition pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas perdu dans quelque chose d'entièrement dématérialisé qui vous échappe. Ça ne vous échappe pas. Par contre, effectivement, ça va vous apporter simplification à terme. Et même si, effectivement, on s'en rend compte qu'à la fin de l'année, mais par exemple, la DOETH que vous ne faites plus, les renseignements que peuvent vous demander l'INSEE que vous ne faites plus, les DUX que vous ne faites plus chaque mois, en réalité, c'est quand vous faites la paye que le dernier acte de cette paye, c'est la transmission de cette DSN. Donc, ça va demander une mise en route, ça demande un paramétrage, vous avez 3 mois pour les faire, vous avez des gens pour vous accompagner, vous aider au mieux en fonction de nos métiers. Moi, je peux vous aider sur l'inscription à la plateforme, sur l'inscription à net entreprise, sur les problèmes d'administrateurs, sur les problèmes de taux de code CTP ou autres qui pourraient arriver avec l'URSSAF ou de lien direct avec l'assurance maladie ou avec la CARSAT. Malheureusement, je ne peux pas, et alors encore moins avec la CDC. Vous avez nos experts de la CDC qui sont dans le back-office qui répondent à vos questions. Vous avez une adresse qui a été transmise, qui vous donne un lien avec ces experts et avec les 3 fonds qui sont derrière la CDC. N'hésitez pas à les utiliser et ne prenez pas,
quand vous arrivez sur la plateforme ou sur le site d'un de nos organismes ou même le nôtre, on vous met à disposition un formulaire en vous demandant d'utiliser le formulaire pour nous poser votre question. C'est vraiment pas pour vous frustrer ou pour vous embêter, c'est simplement que dans ce formulaire, on vous demande de rassembler les éléments qui vont nous aider à vous répondre. Si, quand vous nous appelez, on vous demande de rappeler 3 fois avec à chaque fois on vous dit « Ah bah non, ça, on avait besoin de votre tirette. Ah bah non, on a besoin du numéro. » Un exemple tout simple. Quand vous transmettez une DSN, on vous retourne ce qu'on appelle un numéro de RUM, un RUM. En réalité, c'est le numéro d'envoi. Si, quand vous avez déjà fait un premier test, que vous savez où est ce fameux RUM, que vous le mettez dans l'élément, bah, quand on vous rappelle ou quand on se remet en contact avec vous, on a été voir ce qui s'était passé et on est tout de suite en capacité de vous aider. Donc, ne le prenez pas comme une frustration, vraiment, c'est vraiment une façon de nous aider à vous aider. Et comme je suis très bavard, je vais m'arrêter là parce que c'est à mes collègues des organismes plutôt de parler, puisque ce sont eux qui sont dans votre région et qui vont pouvoir être au plus près de vos problématiques. Non, j'ai juste une. Est-ce que tu peux remettre le diaporama en mode webinaire? Il y a quelques personnes qui ne l'avaient pas téléchargé qui voudraient le faire maintenant. Donc, de toute façon. Le petit nuage est disponible. Voilà. Et s'il n'est pas, dès que le webinaire sera terminé, le replay démarre. Et dans les 2 premières secondes du replay, le nuage est là. Merci Didier. Après, on essaie de répondre à toutes vos questions dans l'onglet qui va bien. Mais sachez que vous allez retrouver, là où vous avez d'ailleurs vu les anciens webinaires, donc c'est sur le site Net Entreprise, vous allez tout en bas dans la partie bleu-grise, dans Nous contacter, vous allez retrouver les comités régionaux. Et en cliquant sur cette rubrique, vous retrouverez notamment tous les webinaires qui ont été diffusés cette année. Vous retrouverez aussi une foire aux questions qui est intéressante parce que c'est vraiment toutes les questions qui ont été posées pendant les webinaires. Donc, n'hésitez pas à y aller pour consulter ces foires aux questions. Vous avez aussi, de toute façon, sur le site Net Entreprise, la base de connaissances. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions sur la base de connaissances DSN sur le site Net Entreprise. Et puis, au niveau des organismes, on essaye d'être présent pour pouvoir vous accompagner du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai que souvent, c'est en lien avec aussi votre éditeur de logiciels. Donc, il faut vraiment vous rapprocher de lui aussi. Donc, n'hésitez pas à le contacter quand c'est possible pour avoir le maximum de réponses aussi de son côté. Voilà pour moi. Après, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Julien, Nathalie, Corinne? Je pense que tu as donné tous les éléments. C'est parfait. Bon, C'est parfait. Écoutez, c'est formidable. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. On vous remercie pour votre participation. Et puis, on vous souhaite à tous un bon passage à la DSN et en espérant le moins d'anomalies possible. Donc, n'hésitez pas à faire des tests à l'échéance de janvier, l'échéance fatidique du passage à la DSN en réel. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, Merci. bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bon courage.